Bonjour. Bonjour, oui, c'est mieux comme ça. Donc je vais vous parler des grandes technologies, des grandes tendances technologiques qui transforment le système d'information aujourd'hui. Et en fait, je vais commencer par des petites histoires. Donc c'est des histoires de choses que j'ai vues dans la presse, donc dans la presse en ligne, parce que maintenant la presse physique c'est plus compliqué. Donc des petites anecdotes dans la presse en ligne qui donnent des infos, à mon sens, très très intéressantes sur les transformations du monde qui nous entoure. Alors, on va commencer assez soft. La première, c'est celle-ci. C'est, pour la première fois, en ce début d'année, la vente de billets de train par Internet a dépassé le canal physique par les guichets. Ce que dit cette nouvelle, quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé il y a 5 à 10 ans, c'est la montée en puissance du numérique et du digital dans nos vies. Tout ce que je vais vous dire, ça va ressembler à des banalités parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais en même temps, là, ça passe un seuil. Ça passe un seuil qui est actif dans la vie de tous les jours. La deuxième nouvelle, c'est celle-ci. C'est aujourd'hui, un Américain passe plus de temps sur Facebook que sur n'importe quel autre site web. À tel point que le temps cumulé des Américains l'an dernier, en mai, c'était 53 milliards de minutes passées sur Facebook. Alors pour vous donner une petite idée de ce temps qui paraît assez considérable, c'est à peu près 100 fois le temps qu'il a fallu pour construire le contenu de Wikipédia. Si demain vous mettiez sur Facebook et vous faisiez du Facebook toute la journée, il vous faudrait à peu près 10 000 ans pour épuiser ce temps-là. Donc ce que dit cette nouvelle, c'est l'importance des réseaux sociaux, l'importance que les réseaux sociaux prennent dans notre vie. Troisième nouvelle, celle-ci, qui est que cette année, pour la première fois, les accès à Facebook par le mobile ont dépassé les accès à Facebook par l'ordinateur classique. Donc ce que dit cette nouvelle, c'est à son tour la montée en puissance du mobile. On avait vu la montée en puissance des réseaux sociaux, là on parle de la montée en puissance du mobile. Alors c'est vrai de Facebook, c'est pas vrai que de Facebook, c'est vrai de plus en plus pour tous les sites de news. Donc les sites en ligne, lemonde.fr, commencent à être plus accédés par mobile que par ordinateur fixe. Fixe ou portable d'ailleurs. Troisième nouvelle, quatrième, pardon. Donc Expresso et Orange, Nespresso et Orange ont annoncé faire un partenariat technologique pour embarquer des cartes SIM dans les machines à café. Alors ça permet de remonter des infos de maintenance à un central et donc d'optimiser la maintenance. Alors c'est que sur les machines pro, mais ça permet d'optimiser la maintenance des machines pro. Et là aussi, ça traduit dans le réel quelque chose que vous avez entendu pendant ces 2 jours, qui est que les objets connectés sont en train d'envahir notre quotidien. Hier, il y avait l'exemple des balances connectées, du brassard de prise de pression connecté à l'OpenStage sur les objets, l'Internet des objets. Autre nouvelle, alors celle-ci, Catherine Schulz m'a un peu volé la priorité là-dessus. Donc vous avez tous entendu parler de Foldit si vous étiez à la keynote hier, je ne vais pas insister, donc du coup j'ai été obligé de retrouver un autre exemple pour illustrer ça, c'est celui-là. Site Google vous utilise à votre insu pour numériser des livres. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous utilisez les services Google, vous avez souvent des CAPTCHA pour vous identifier. Et les CAPTCHA sont en 2 morceaux. Donc, il y a un morceau qui est le vrai CAPTCHA, et puis il y a un autre morceau qui est un faux CAPTCHA. Le vrai CAPTCHA, c'est un CAPTCHA qui a été généré électroniquement pour vérifier effectivement que vous n'êtes pas un être humain. L'autre CAPTCHA, il vient du fonds de numérisation de bouquins de Google. Donc sans le savoir, vous êtes en train de participer à la reconnaissance de caractères qui ont résisté au système d'OCR de Google. Et quand 2 personnes ont rempli la même chose sur ce deuxième CAPTCHA, bingo, Google sait que c'est le vrai mot qui est écrit et donc enrichit son fonds de bouquins grâce à ça. Donc vous êtes en train tous les jours de travailler pour numériser, sans le savoir, le fonds documentaire de Google. Autre nouvelle, alors celle-ci, elle m'a particulièrement marqué. On commence enfin, celle d'avant était un peu flippante, mais celle-ci, elle est encore plus. Donc, à une conférence de hackers l'an dernier qui s'appelle Black Hat, il y a un scientifique, un chercheur américain qui a fait la démonstration. Donc, il a pris en photo quelqu'un, j'aurais rêvé de le faire, mais je n'ai pas la technologie. Il a pris quelqu'un en photo dans la salle, et rien que par des algorithmes de reconnaissance d'image et de comparaison de cette image-là avec des données que cette personne avait laissées sur Internet, il est remonté à ses
préférences sexuelles, à son statut marital et à son numéro de sécurité sociale. Donc en fait, maintenant, on a la technologie pour identifier quelqu'un dans la rue et avoir plein d'infos sur cette personne, rien qu'avec des algorithmes de matching de visage. Donc c'est plus de la science-fiction, c'est une démo qui avait beaucoup frappé les hackers présents à cette présentation-là. Je vous laisse imaginer le potentiel qu'ils pourront exploiter de ça. Autre nouvelle intéressante, et là on est sur tout ce qui est... la nouvelle d'avant nous parlait un petit peu de l'intelligence artificielle et du machine learning. Cette nouvelle-là, elle nous parle de la prédiction et de ce qui se passe autour du big data, dont vous avez beaucoup entendu parler ces 2 jours. Mais voilà, en fait, Google prétend être capable de déterminer avec un taux de confiance de 98% si vous allez divorcer dans les 2 ans qui viennent. Comment ils font ça ? Ils analysent votre comportement bancaire. Ils analysent les dépenses que vous faites et ils sont capables de déduire ces informations-là des dépenses que vous faites. Donc je vous invite, messieurs, à payer les fleurs en liquide et mesdames, vos salons de coiffure en liquide également. Dernière nouvelle, alors celle-ci elle a un petit côté croustillant, sauf pour les personnes à qui c'est arrivé. Target, qui est une chaîne de magasins américaine, a envoyé des bons de promo à un foyer, à la destination d'une dame. Et le père de cette dame est arrivé en disant « C'est un scandale, vous envoyez des promos pour des couches culottes et du lait bébé à ma fille qui a 15 ans. » Donc Target a fait quelques investigations, a rappelé cette personne une semaine après. Et le père a dit « Non, c'est moi qui me présente mes excuses parce que finalement elle était enceinte, je n'étais pas au courant. » Donc ils avaient réussi à prédire le fait qu'elle était enceinte en regardant des évolutions mineures sur son comportement d'achat dans les chaînes de magasins. Et en fait, tout ce que disent ces nouvelles, c'est qu'on vit une période de révolution technologique majeure aujourd'hui. À mon sens, c'est une vague d'innovation technologique qui est à peu près de la même ampleur que celle qu'on a vécue il y a 10 ans avec l'arrivée d'Internet. Moi, mon intime conviction, c'est qu'elle est un peu plus profonde. Elle est un peu plus profonde parce qu'on commence à comprendre ce qui s'est passé avec Internet et parce que ça touche plus de gens. Tout le monde, aujourd'hui, est connecté à Internet à peu près tout le temps, partout. Et ce n'est pas tout le monde, c'est tout le monde et tous les objets qui commencent à être connectés également. Et donc cette tendance de fond, cette vague de fond est absolument radicale. Et si on essaye de chercher un coupable à ça, c'est, à mon avis, l'arrivée de l'iPhone. Alors je ne suis pas un pro Steve Jobs. Je ne suis pas un pro Steve Jobs. Mais en fait, quand on regarde les choses qui se jouent aujourd'hui, elles sont pas mal drivées par le fait qu'on puisse se connecter à partir d'un téléphone mobile à peu près de n'importe quel endroit dans le monde. Et ça, c'est arrivé avec les technologies Apple. Et en fait, ce que dit tout ça, c'est que globalement, on a beaucoup plus de données, on est connecté tout le temps, on génère beaucoup plus de données partout, tout le temps, et c'est ça qui va structurer le SI de demain. Et cette révolution du SI, elle commence par une révolution sur les usages. Donc on a tout un tas d'usages qui apparaissent. Là encore, il y a des choses qui vont vous paraître classiques, donc je vais passer vite dessus. Je vais commencer quand même par cet acronyme-là. Je ne suis pas sûr que tout le monde le connaisse. C'est un acronyme très à la mode aux États-Unis. Ça veut dire social, local, mobile. Donc c'est globalement les choses qui drainent l'innovation sur les usages aux États-Unis, à tel point que si vous n'écrivez pas Solomo dans votre business plan dans la Silicon Valley, vous n'avez à peu près aucune chance de trouver des business angels. Et ça illustre le fait qu'il y a beaucoup d'innovations qui se jouent à l'interfaçage de ces éléments-là, sur la capacité sociale, sur la capacité mobile et sur la capacité de localisation de la personne qui utilise le service. Et quand on regarde finalement les services, les nouvelles boîtes qui sont les stars de la Silicon Valley, c'est des Pinterest, des Instagram, qui sont justement dans l'exploitation de l'interface entre le social, le local et le mobile. Deuxième tendance, c'est les terminaux multiformes. Alors, si vous étiez à l'Open Stage hier, vous avez vu que maintenant il y a des miroirs connectés. On a donc des ordinateurs de bureau, maintenant on a des téléphones portables, on a des tablettes. Demain, on a un frigo qui est connecté, on a des interfaces dans notre voiture qui permettent d'interagir avec Internet, il y a la télé connectée qui arrive. La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'il est à peu près impossible de savoir avec quoi les utilisateurs vont se connecter à vos SI demain. On ne sait pas.
Donc c'est super compliqué, c'est déjà un enfer aujourd'hui pour toutes les directions informatiques pour gérer 4 versions d'iPad, 4 versions d'Android pardon, et 2 versions d'iPhone. Ça ne va qu'empirer parce que les terminaux vont être partout, dans les abribus, dans des files d'attente chez des distributeurs, et donc vous allez avoir une multiplication de terminaux. Troisième tendance, les capteurs. Et je mets dans cette case-là tout ce qui est RFID, NFC. Il y a énormément d'innovations qui se jouent aujourd'hui sur le paiement sans contact ou paiement par mobile. C'est un domaine extrêmement dynamique en ce moment. Et puis, il y a tout ce qui est RFID NFC. Donc, si vous faites de la course à pied, maintenant, vous avez une puce dans votre maillot pour qu'on puisse vous suivre sur Internet dans vos moindres faits et gestes. Donc, c'est quelque chose qui envahit notre quotidien. Et ce que ça dit sur notre quotidien, c'est finalement une capacité d'interagir de plus en plus avec notre quotidien. Quand on pousse un cran plus loin, ça donne l'Internet des objets. Donc là, c'était des choses avec lesquelles on interagit sans connexion. L'Internet des objets, c'est l'interaction, mais en passant par Internet. Et ça, c'est, à mon sens, une des révolutions majeures technologiques pour les prochaines années, parce que ça va changer des choses qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui, mais auxquelles il faut se préparer. Et je pense qu'il y a certains domaines, notamment la médecine et donc l'assurance, qui vont être énormément impactés par ce type de sujet. Et en fait, dernière tendance, crowdsourcing, c'est ce que je vous décrivais avec l'anecdote des CAPTCHA de Google. Le crowdsourcing, c'est finalement l'avènement de quelque chose du Web 2.0 qui est de faire contribuer la foule à l'enrichissement du service. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, qui pose des questions sociétales presque inquiétantes. Mais néanmoins, si on regarde de près, Facebook, ça n'est jamais qu'une énorme plateforme de crowdsourcing qui n'a que de valeur parce que les gens ajoutent de l'information à cette plateforme-là. Donc finalement, il y a de plus en plus de business models qui se construisent sur la réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire à nos utilisateurs pour augmenter la valeur de notre activité. Et donc cette révolution sur les usages, tous ces éléments-là ont la particularité de produire beaucoup de données, tout le temps, partout. Et le système d'information, il faut qu'il encaisse ça, avec des nouveaux SI. Alors je vais vous décrire quelques tendances sur les nouveaux SI. La première tendance, c'est la fin de l'hégémonie de la base de données relationnelle. La base de données relationnelle n'est pas morte, mais elle ne règne plus de façon univoque. Pendant longtemps, c'était impossible de concevoir la moindre architecture sans une base de données relationnelle. Aujourd'hui, la base de données relationnelle, c'est un peu le 4-4 de l'informatique, c'est que ça permet à peu près de tout faire, mais il y a quand même des choses aujourd'hui qu'on commence à plus savoir très bien faire avec une base de données, et je vous cite deux grands exemples. C'est traiter rapidement des volumétries de données extrêmement importantes. Amazon ne pourrait pas gérer ses caddies avec une base de données relationnelle. Et l'autre exemple, c'est on manipule de plus en plus de données faiblement structurées, et la base de données relationnelle, c'est une tannée quand il faut faire évoluer le modèle, et ce n'est pas très adapté à la souplesse dont on a besoin pour notre business aujourd'hui. Autre tendance, c'est le règne de l'événementiel. Alors à un moment donné, j'avais écrit la mort du batch, et on m'a dit, t'as pas le droit de dire des choses comme ça, il faut que tu l'enlèves, donc je l'ai enlevé. Mais le règne de l'événementiel part du principe que comme on est connecté 24 heures sur 24 de partout, en fait, il n'y a plus de moment où on ferme. On a des grosses baies de serveurs qui sont toutes connectées avec des services unitaires dans tous les sens. Et pour assurer la résilience de ce système-là, en fait, on ne peut pas faire du connecté entre les différents serveurs parce que dès qu'il y en a un qui tombe, il y a tout le monde qui tombe et vous n'avez plus de service. Et donc, du coup, de plus en plus, les architectures se construisent sur un mode événementiel où on envoie des petits messages unitaires et répond dans le système qui veut ou qui peut. Et c'est ça qui permet d'assurer la résilience des systèmes. Il y aurait moyen de faire un USI entier sur ce sujet-là, donc je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais ça, c'est un paradigme d'architecture très important pour les systèmes d'information de demain. Troisième élément, le cloud. Vous avez tous lu la presse, je ne vais pas m'attarder dessus. Quatrième, il y avait une presse ce matin sur ça, sur ce sujet, SI Composite, Open API et Big Data. Pendant très longtemps, le système d'information, ça a été un peu un bastion qui a essayé de défendre ses frontières le mieux possible pour éviter toute forme d'intrusion. Et voilà, quelque chose de très fortifié.
Et ben maintenant, ça marche plus pour plein de raisons, parce qu'un système d'information, c'est pas des machines qu'on a chez soi, c'est des machines qui sont un peu en cloud, hein, c'est aussi du BPO que je fais avec d'autres partenaires. C'est aussi, de plus en plus, si je veux faire contribuer la foule, c'est de l'open API et de l'open data, donc ça veut dire que j'ouvre mon système d'information. Et du coup, c'est plus quelque chose d'homogène que je peux ceinturer de façon claire. La limite du système d'information est en train de se flouter considérablement. Et il y a une phrase que j'aime bien qui est pendant longtemps, le métier de la DSI, c'était de gérer les données internes à l'entreprise. Demain, c'est de gérer les données internes et les données externes. Donc cette notion de frontière est en train de s'amenuiser, ce qui pose des vrais problèmes de sécurité, comme on l'a vu hier, mais c'est quand même une tendance de fond contre laquelle on aura du mal à lutter. Dernière tendance sur les SI, c'est le machine learning. Et c'est le retour en grâce de l'intelligence artificielle qu'on avait arrêté de nommer comme ça, tellement on annonçait son arrivée et qu'elle n'arrivait pas. Pour illustrer ça, j'ai un petit exemple qui est, quand je faisais mes études, je connaissais une fille qui faisait de la recherche en traduction automatique. Et en fait, ce que cherchaient à faire les gens à cette époque, c'est de trouver la métalangue indo-européenne dans laquelle on allait pouvoir retranscrire tous les langages de la planète qui serviraient de langue pivot et qui, après, permettraient de retraduire derrière dans la langue cible. Donc des choses très ancrées sur de la modélisation très très abstraite. Et puis il y a Google qui est arrivé, qui a numérisé tous les bouquins, et puis qui a fait la pierre de Rosette, qui a dit là, statistiquement, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans notre fonds de bouquins digitalisés, il y a des grosses probabilités que ce que ça veuille dire, ça, ce soit ça. Et on vous propose ça. Et donc la logique de l'intelligence artificielle a un petit peu changé. C'est plus de l'intelligence artificielle par les modèles, hein, c'est de l'intelligence artificielle par de la stat, hein, et c'est devenu très très puissant, comme je vous l'ai illustré par les petites anecdotes. Et donc cette modification des SI, ça entraîne, ça a comme conséquence qu'il faut que cette donnée, toutes ces informations qui sont disponibles dans le SI, il faut qu'on soit capable de les exploiter. Et donc ça a des conséquences sur les IHM. Alors révolution sur les IHM, c'est la data visualisation. Ce n'est pas tellement une révolution technologique, c'est plutôt une révolution de design et d'ergonomie, mais c'est un enjeu très très fort pour le futur de nos systèmes d'information. Deuxième révolution, la reconnaissance vocale et la reconnaissance d'image. Je vous ai montré l'exemple tout à l'heure de la conférence de hackers. Sur la reconnaissance vocale, vous avez tous, si vous avez un smartphone, la possibilité d'accéder à un service de Google qui est de la traduction simultanée. Vous parlez, 2-3 secondes après, ça vous traduit dans la langue cible, vocalement. D'ici 1 à 2 ans, on prédit que Google sera capable de le faire de façon instantanée. Donc vous aurez le petit microprocesseur qu'on voyait dans Star Trek quand on était gamin, qui permettait de dialoguer avec les extraterrestres en temps réel. Donc ça, c'est à nos portes, et vous imaginez ce que ça va changer dans notre vie de tous les jours, d'être capable de faire de la traduction vocale simultanée. Autre révolution, et là encore, je pense qu'on est qu'à l'aube de ça, c'est la réalité augmentée. Pour l'instant, vous avez sans doute des applications de réalité augmentée sur vos téléphones, mais c'est de la réalité augmentée du pauvre, hein, parce que c'est de la réalité augmentée positionnelle. Donc vous déplacez votre téléphone portable et on sait où vous vous situez, donc on est capable d'interpréter ce que vous êtes en train de voir. Demain, la réalité augmentée, c'est de la réalité augmentée qui va comprendre ce que vous êtes en train de voir et qui va être capable de surimprimer des informations là-dessus. Imaginez l'exemple du gars qui prend une photo et qui compare ça à Facebook. Demain, peut-être qu'avec les lunettes Google, vous avez ça sur vos lunettes, ça surimprime des informations personnelles sur la personne que vous êtes en train de regarder actuellement. Et dernière révolution, c'est tout ce qui est la recherche en nouvelles interfaces. Donc vous avez une démonstration d'interface cérébrale. Tout le monde connaît le tactile. Quand on se remet 5 ans en avant, en fait, ça paraissait des interfaces très très innovantes. Il y a la Kinect qui se cherche un petit peu sur ses cas d'utilisation, mais demain, avec la Kinect, on peut reconnaître les émotions d'un visage. Donc on peut faire des choses assez énormes par rapport à ça. Et toutes ces innovations en termes d'IHM ont cette particularité de créer des nouveaux usages, d'enrichir les données qu'on a et de boucler cette boucle qui accélère en fait le phénomène. Et en fait, l'histoire ne serait pas complète si on ne parlait pas de quelque chose qui sont les nouvelles méthodes avec lesquelles il faut travailler. Pendant longtemps, le boulot de l'informatique, ça a été d'automatiser, d'industrialiser des processus qui étaient connus.
Depuis 5 ans maintenant, et de plus en plus, et ça s'accélère. Le boulot de l'informatique, c'est plus du tout d'automatiser des processus connus, c'est de créer, de découvrir, de construire des nouveaux processus, des choses qu'on n'a jamais faites avant. Et donc toutes les méthodes qu'on utilisait jusqu'à présent pour faire de l'informatique, eh ben, elles commencent à tirer la langue, elles commencent à trouver des limites, et donc il faut changer de paradigme par rapport à ça. Et chez Octo, on regarde beaucoup les grands du web parce qu'ils sont, eux, en train de construire les façons de faire de l'informatique de demain en ayant fait table rase du passé. Ils ne sont pas repartis des vieilles méthodes, ils ont inventé des nouvelles méthodes et c'est eux qui montrent la voie sur ce type de sujet. Et donc, ce qu'il faut retenir, à mon sens, sur les nouvelles méthodes pour faire de l'informatique, c'est 3 points. C'est déjà des cycles courts. Comme on est dans un environnement extrêmement mouvant et on ne sait pas où on met les pieds, c'est important d'avoir des boucles de rétroaction extrêmement rapides pour être capable d'apprendre vite. La meilleure façon d'apprendre vite, c'est de faire des itérations courtes. Le deuxième élément, c'est la mesure systématique. Alors les Américains, culturellement, ont un train d'avance sur nous et c'est très regrettable parce que c'est ça qui fait qu'ils vont avoir une longueur d'avance sur nous, sur le big data également. Mais la mesure systématique, c'est faire un essai, vérifier si ça marche, et si ça ne marche pas, refaire un essai, une prédiction, et vérifier si ça marche à nouveau. Donc être capable à chaque fois de factualiser les éléments qu'on met en place, parce que c'est comme ça qu'on sait si on est dans la bonne direction ou pas. Je vois Thomas Burns dans la salle qui va vous parler après de l'enjeu du big data d'un point de vue philosophique, et ça m'amuse. Et puis, dernier point, c'est de nouveaux modèles de management. Donc, les modèles de management qu'on a dans nos organisations, c'est plutôt des modèles de management en millefeuille, c'est-à-dire une spécialisation par spécialité. Et de plus en plus, les grands du web, ce qu'ils essayent de faire, c'est des spécialisations par fonction, où on est responsable de bout en bout de la réponse qu'on apporte à un client. Chaque personne dans l'organisation essaye d'être au plus près de l'attente par rapport à un besoin client, ce qu'on a du mal à adresser avec nos modèles d'organisation habituels. Donc ça nécessite de réfléchir les modes d'organisation. Et là, vous pouvez sortir vos grilles de bullshit bingo, parce que vous allez marquer des points. Ça, c'est toutes les nouvelles méthodes dont on entend parler aujourd'hui. Donc Functional Teams, Lean Startup, Agile, Feature Flipping, Continuous Delivery, Craftsmanship, Software Craftsmanship, TDD, DevOps, Lean IT. Tous ces mots-clés, dont on pourrait parler également des heures, ont cette particularité d'avoir en commun les 3 éléments que je vous décrivais auparavant, c'est-à-dire des cycles courts, beaucoup de mesures et des modèles de management qui vont vers la responsabilisation et l'autonomisation des gens. Et en fait, j'ai envie de finir avec cette proposition-là, qui est que pendant longtemps, l'informatique a copié la façon de faire des ponts. Donc on a fait de l'informatique comme on faisait des ponts, et je pense qu'aujourd'hui, l'informatique est en train de construire sa propre voie, d'ouvrir ses propres façons de faire, et je trouve que cette période est absolument fascinante. Merci.